Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, une nuit d'été 1977, des extraterrestres sont entrés en contact avec la Terre et qu'elle était sur répondeur. Quoi, c'est tout? Tu répètes juste le titre de la vidéo? Je crois que c'est suffisamment accrocheur pour pas avoir besoin de rajouter, non? Juste pour le fun, commençons par poser le décor. En 1938, Orson Welles fait un canular à la radio où un faux bulletin d'information fait part d'une attaque de martiens dans le New Jersey. Une bonne partie des auditeurs croient à ce qu'elle vient d'entendre. Mais c'était une blague. En juin 1947, Kenneth Arnold pilote son petit zinc près du mont Rainier dans l'état de Washington. Au loin, il voit 9 objets volants qu'il trouve inhabituels. C'est pas les objets eux-mêmes qui le perturbent, mais leur façon de se déplacer, un peu comme s'ils faisaient des bonds. Un peu perplexe, Kenneth Arnold raconte cette histoire en rentrant à l'aérodrome, et la mode étant aux ovnis, le lendemain, il est interviewé par le journal local. Et là, pour expliquer le mouvement de ces objets, il dit que ça ressemblait à ce qu'on pourrait obtenir en faisant des ricochets à la surface de l'eau avec une soucoupe. Le journaliste déforme son propos et appelle ces objets des soucoupes volantes. Et forcément, l'info tourne et c'est tous les États-Unis qui voient des soucoupes volantes partout. Alors que bon, Kenneth Arnold, lui, il a vu des objets qui se déplaçaient en faisant des bonds. Pas des soucoupes volantes. 2 semaines après cet incident, un ballon-sonde se désintègre au-dessus d'un ranch près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Si, c'était un ballon-sonde. Mais un ballon-sonde un peu spécial. Ça s'appelait des ballons moguls et ils étaient censés embarquer des antennes radio pour capter les interférences provoquées par de possibles essais nucléaires soviétiques. Et bien entendu, c'était un projet militaire top secret. Donc l'armée s'est bien gardée de révéler de quoi il s'agissait exactement à l'époque. Mais bon, ce brave fermier qui lisait lui aussi le journal a retrouvé des bouts de papier métallisés sur son terrain. Il s'est un peu monté le chou tout seul, ajouté à ça la langue de bois de l'armée, les gras de papier locaux qui se sont jetés sur l'affaire, et le mythe de Roswell était né. Entre-temps, la tension continue de monter entre les blocs Est et Ouest, et le gouvernement américain se lance dans le développement d'avions espions ultra secrets, comme le U-2 ou plus tard le SR-71, qui étaient destinés à survoler le territoire soviétique et à prendre des photos sans être repérés. Juste pour vous situer l'animal, le SR-71, c'est un coucou qui vole 2 fois plus haut qu'un transatlantique et 3 fois plus vite que le Concorde. Ça se pose là. Seulement, tous ces jolis projets qu'on connaît aujourd'hui mais qui étaient ultra secrets à l'époque, il fallait les protéger de tous les vilains espions russes. Donc quand un pilote d'essai maladroit en plantait un sur le territoire américain, et c'est quand même arrivé une paire de fois, le gouvernement ne démentait pas trop fort quand les médias l'accusaient de couvrir des crashs de vaisseaux extraterrestres. Donc j'aime autant vous dire que, début des années 1950, la mode des soucoupes volantes, elle est bien tenace. Projetons-nous maintenant en 1959. Sputnik a volé il y a 2 ans et Kennedy n'a pas encore lancé la course à la Lune. Frank Drake, un astrophysicien de l'université de Cornell, propose de lancer un projet visant à tenter de détecter les signaux de possibles extraterrestres. Pas forcément des signaux qu'ils nous enverraient à nous, mais des signaux qu'ils produiraient depuis leur planète. Un peu comme ce qu'on fait, on balance des signaux radio dans tous les sens sans forcément les destiner à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et si on arrive à détecter ce genre de signaux provenant d'une autre planète, ça pourrait nous prouver qu'il existe une vie intelligente là-bas. Ce projet, c'est le projet Ozma, du nom de la princesse du pays d'Oz. Et pour le mener à bien, Frank Drake va utiliser un radiotélescope. Vous savez, c'est ces grosses antennes paraboliques qu'on voit dans les films. Elles captent les ondes radio émises par l'univers et permettent par exemple de révéler la structure des galaxies au-delà de la lumière visible. Eh bien, Drake va en utiliser une et la caler sur l'arrêt de l'hydrogène. Aucune blague sur l'arrêt, merci. Mais j'ai rien dit, moi. L'hydrogène est l'élément le plus présent dans l'univers. En fait, il y en a à peu près partout. Donc, si vous voulez envoyer un message loin dans l'espace, il vaut mieux choisir une fréquence qui passera bien à travers de l'hydrogène. Et il se trouve que cette fréquence où l'hydrogène résonne, c'est quelque part autour de 1420 MHz.
Donc si quelqu'un, quelque part là-haut, veut envoyer un message radio à très longue portée, il a plutôt intérêt à utiliser cette fréquence. Et c'est donc celle-là que Drake avait tout intérêt à écouter. Et donc, à partir de 1960, il va se lancer dans cette écoute du ciel. Et 3 mois plus tard, il n'a toujours rien entendu, à part du bruit de fond. Mais ce projet fait des émules et donne naissance quelques temps plus tard au projet SETI pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Grosso merdo, l'idée c'est, on pointe des antennes vers le ciel et on écoute pour voir s'il se passe quelque chose. Et les mecs, ils prennent ça très au sérieux. Aujourd'hui, les antennes des radiotélescopes sont si sensibles qu'elles pourraient détecter une station de radio locale sur une planète à une trentaine d'années-lumière. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Ou presque. Avant de vous raconter la suite de l'histoire, j'ouvre une parenthèse. En 1967, Jocelyn Bell fait une thèse d'astrophysique. Avec son directeur de thèse, elle construit une antenne radio de 3,7 mètres pour étudier le phénomène de scintillement stellaire. En gros, certaines étoiles ont un cycle pendant lequel leur activité change de façon régulière. Et Jocelyn veut étudier ça. 1 mois après le début de ses observations, elle capte un signal. Un signal très étrange. Au début, elle pense que c'est une interférence avec un signal terrestre, mais elle a tôt fait de découvrir qu'un objet du ciel émet un signal extrêmement régulier, avec une période de 1,337 secondes exactement. Jocelyn Bell et Anthony Hewish, son directeur de thèse, gardent leur découverte secrète pour un temps, parce qu'ils soupçonnent ce signal d'être l'œuvre d'une civilisation extraterrestre, et qu'ils veulent en avoir le cœur net. Mais après 3 mois d'étude du phénomène, ils découvrent finalement que ce signal provient d'une étoile à neutrons. C'est une étoile morte qui s'est effondrée sur elle-même, mais sans former de trou noir. Et cette étoile morte, très très dense, tourne sur elle-même au rythme d'une fois toutes les 1,337 secondes. Imaginez, toute la matière d'une étoile condensée dans une boule de quelques dizaines de kilomètres et qui tourne sur elle-même à un rythme fou. La plus rapide découverte jusqu'ici tourne sur elle-même 716 fois par seconde. Par seconde. Une étoile. Jocelyn et Anthony viennent donc de découvrir les pulsars et auront droit à un article resté célèbre dans la revue scientifique Nature. Mais ce signal, qui avait tout pour être artificiel, vient en fait d'une étoile morte. Notons cependant que ce tout premier pulsar découvert fut nommé LGM1 pour Little Green Men, les petits hommes verts. Fin de la parenthèse. Allons maintenant une dizaine d'années dans le futur, jusqu'à la nuit du 15 août 1977. Dans l'état de l'Ohio se trouve le télescope Big Ear, la grosse oreille. C'est un radiotélescope un peu moche, qui n'a certes pas le swag de l'antenne d'Arecibo, mais c'est celui qui participera le plus longtemps aux recherches du programme SETI, jusqu'à 1998 où il est boulé pour laisser place à un terrain de golf. Et dans le cadre du programme SETI, Jerry Ehman procède à des écoutes du ciel. Enfin, écoute, pas tout à fait. Ce que les antennes de Big Ear enregistrent, ce ne sont pas les signaux de l'espace, mais uniquement leur intensité. Parce qu'après 20 ans de recherche infructueuse, on en est au stade où avant de décoder un quelconque signal, on veut d'abord simplement voir s'il existe. Et donc, les informations provenant des deux antennes se présentent comme suit. On a une ligne de caractères, chacun représentant une fréquence écoutée, et l'intensité du signal reçu. Quand le signal est nul sur une fréquence, aucun caractère n'est imprimé. Plus le signal est fort, plus le chiffre est grand. Ça va donc de 1 à 9, et si le signal est encore plus fort, on utilise des lettres en commençant par A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, etc. Toutes les 12 secondes, l'information est mise à jour et une nouvelle ligne s'imprime. Et si vous regardez ce diagramme, vous constatez qu'en cette soirée du 15 août 1977, tout ce que capte Big Ear, c'est du bruit de fond. Jusqu'à 22h15. Soudain, le diagramme s'affole. Sur une fréquence très précise et très proche de 1420 MHz, l'intensité du signal passe de 0 à 6, puis 12 secondes plus tard E, puis Q, avant d'atteindre un sommet à U, de redescendre à J, puis 5, puis à nouveau, plus rien. Quand Jerry Ehman voit ces valeurs sur le diagramme, il les entoure au stylo rouge et note ce commentaire juste à côté. Waouh, ce signal sera dorénavant connu sous ce nom.
Les antennes de Big Ear sont fixes, et comme la voûte céleste tourne, elles ne restent pas centrées sur la même zone du ciel. C'est pourquoi ce signal n'est capté que durant 72 secondes, le temps pendant lequel les antennes sont restées dirigées dans la bonne direction, quelque part dans la constellation du Sagittaire, près de l'amas globulaire M55. Jerry Eman s'empresse donc de recalibrer les antennes pour les pointer vers la zone du ciel d'où provenait le signal WOW. Mais trop tard. Plus rien ne se fait entendre. Des dizaines et des dizaines d'écoutes seront faites dans cette direction, mais on ne captera plus jamais rien. En plus, comme Big Ear possède 2 antennes dirigées vers des zones du ciel légèrement différentes, mais reliées au même système, on ne peut pas savoir laquelle des deux a capté le signal, et donc il existe un léger doute quant à l'origine précise de celui-ci. Néanmoins, il reste l'enregistrement de Big Ear à analyser. Avant tout, je vous rappelle que ceci est tout ce que l'on a du signal WOW. Sur internet, vous pouvez trouver de prétendus enregistrements sonores, ce sont des fakes. La seule donnée dont on dispose, c'est l'intensité du signal. D'abord, Eman et ses collègues ont cru à une interférence. Après tout, c'était un signal vachement fort quand même. C'est même le plus fort que l'on ait capté jusqu'à présent. Mais il se trouve que son intensité suit exactement la courbe de ce que l'on est en droit d'attendre d'un signal provenant d'une étoile lointaine qui défile devant les antennes. Et cette fréquence n'est utilisée par aucun émetteur terrestre. Il existe d'ailleurs un accord international pour bannir cette fréquence de tout usage, justement pour pouvoir écouter le ciel. Donc ça vient pas de chez nous. Ensuite, il a été émis sur une bande très étroite, très précisément sur l'arrêt de l'hydrogène dont je parlais tout à l'heure. Aucun phénomène naturel connu ne peut émettre un signal aussi précis et ciblé. Et pour finir, il n'y a pas d'objet céleste notable dans la région du ciel analysé, pulsar y compris, qui aurait pu naturellement créer un signal du genre. Et donc, une fois toutes ces possibilités écartées, il reste les extraterrestres. Cependant, le fait que l'on ait capté ce signal qu'une seule et unique fois laisserait entendre qu'il ne nous était pas destiné. Si quelqu'un avait voulu entrer en contact avec nous, il se serait probablement acharné. Au moins un peu. On s'est donc probablement contenté d'intercepter un message envoyé à quelqu'un d'autre. Ce signal est donc très probablement d'origine artificielle. Mais comme on n'en sait pas plus, il ne constitue pas une preuve de l'existence d'une vie extraterrestre. Seulement un indice très intéressant. En 2012, pour les 35 ans de la réception du signal WOW, le radiotélescope Arecibo a envoyé une réponse contenant 10 000 messages Twitter. Mais celui-ci n'arrivera pas à destination avant des milliers d'années. En attendant de réponse, vous pouvez toujours lever les yeux au ciel, espérer que nous ne sommes pas seuls, et être astronogeek. Alors voyure.